Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Alors le congrès de l'AMF a lieu cette année, le jour même où commence à l'Assemblée nationale le débat sur le texte engagement et proximité que vous portez. C'est un texte qui a beaucoup évolué entre la version initiale, la version Sénat, la version sortie de la commission des lois de l'Assemblée. Comment va-t-il évoluer en séance et dans quel sens voulez-vous aller ? Il va continuer d'évoluer nécessairement. La réalité, c'est que c'est surtout un texte de loi déjà qui a été bâti avec une grande méthodologie de concertation avec les associations d'élus, avec les deux assemblées parlementaires, avec l'ensemble également du contenu lié au grand débat national et les 96 heures d'échange entre le président de la République et les maires. Ça, c'était la base de départ. Ensuite, effectivement, le Sénat a fait un certain nombre d'ajouts importants. Certains sont plus que les bienvenus. D'ailleurs, je les ai plus qu'encouragés et accompagnés. La commission des lois de l'Assemblée nationale a procédé parfois effectivement à des retranscriptions ou même à un nettoyage assez important sur certaines mesures pour mieux permettre d'ailleurs de les réintroduire en séance publique sous d'autres formes. Donc il faut laisser la discussion se faire. Vous savez, moi je suis un grand militant du bicamérisme. Je crois beaucoup à l'utilité du Sénat, mais donc je crois aussi beaucoup à l'utilité d'avoir deux chambres. Et donc je laisse cette navette se faire et donc un consensus nécessairement se trouvera en commission mixte paritaire. Alors pour rentrer un peu dans le détail, les indemnités par exemple que toucheront les maires, notamment dans les communes de moins de 3500, le gouvernement a déposé un amendement sur le sujet tout récemment. Vous pouvez nous l'expliquer un petit peu ? Est-ce qu'on va vers une augmentation avec un plafonnement, pas de plafonnement? Est-ce que la liberté sera donnée aux conseils municipaux de choisir ou pas? L'idée est simple, soyons très pragmatiques. Est-ce que les maires des communes de moins de 3500 habitants sont convenablement indemnisés? Aujourd'hui, la réponse est non. Et il y a des seuils qui sont des seuils anciens qui n'ont pas de sens. Comment expliquer à un maire de 485 habitants qu'il peut gagner, pardon pour le mot gagner, toucher jusqu'à 600 € par mois, pendant qu'un maire d'une commune de 505 habitants, qui au fond va avoir la même vie quotidienne que son collègue, peut lui toucher jusqu'à 1200 €. Ça, non pas cette incohérence, mais cette rigidité de seuil, je n'y crois plus. Et quand le Sénat propose de rehausser les seuils et de les majorer, notamment pour le seuil à 550%, donc pour aller jusqu'à 900 €, je dis que c'est une bonne idée et donc je prends la proposition sénatoriale. Pour autant, il y a déjà une jurisprudence dans le passé. Est-ce que tous les maires souhaitent être augmentés automatiquement? La réponse est non. Vous avez plein de maires qui ne le souhaitent pas, qui ont mis dans leur programme électoral qu'ils ne le souhaitaient pas, que parfois pour des raisons personnelles, ils ont des moyens à côté qui leur permettent de ne pas prendre cette indemnité, ou la commune n'a pas des moyens suffisants pour répondre à cette augmentation. En clair, c'est du bon sens, c'est du pragmatisme. Donc c'est vrai qu'on fait évoluer la proposition sénatoriale en se disant, voilà, il faut que le maire ait un minimum garanti. Le minimum garanti, c'est le maximum du plafond actuel. C'est déjà un plus pour beaucoup qui n'ont pas pris le plafond. Et si le maire souhaite moduler son indemnité, soit à la hausse, soit à la baisse, il le pourra par une délibération. C'est au fond une proposition de synthèse entre ce que le Sénat a proposé, ce que le gouvernement avait proposé initialement. C'est plein de bon sens. Sur un autre sujet, il y a un sujet sur lequel le gouvernement est inflexible, c'est l'eau et l'assainissement, le transfert obligatoire de l'eau et l'assainissement aux intercos. Pas question pour vous de revenir dessus. Pourquoi ? Alors c'est pas vrai. Je vois que tout le monde répète que nous sommes inflexibles et qu'on n'y revient pas. On y revient, puisqu'on imagine la délégation. On dit juste que pour des raisons pratiques et de lisibilité, l'interco doit être propriétaire de la compétence eau et assainissement, moyennant tous les assouplissements qu'on a déjà fait rentrer dans la loi, les minorités de blocage 2020-2026, enfin, tout ce que vous connaissez bien. Mais de l'autre côté, on dit que l'intercommunalité pourra déléguer comme bon lui semble. Mieux que ça, c'est même plus souple que la simple reprise en compétence optionnelle, parce que dans une grande intercommunalité, l'interco pourra différencier en permettant à quelques communes de garder sa régie, à d'autres communes de garder son syndicat, et à d'autres communes enfin d'être dans la compétence communautaire. Alors, je ne suis pas naïf. J'ai été maire, j'étais président de conseil départemental. Je vois bien que cette question de l'eau et l'assainissement devient une question un peu politique. Moi, je ne pense pas qu'il faille en faire une question politique, parce que dans certaines régions, quand je fais des congrès des maires, je vois bien qu'il y a effectivement un clivage dans la salle. Le clivage est entre les maires qui ont de l'eau et les maires qui malheureusement ont des soucis de ressources en eau. Et le stress hydrique, le mur d'investissement, François Baroin d'ailleurs le dit lui-même, le mur d'investissement en eau potable qui nous attend est un mur d'investissement absolument colossal. Nos concitoyens nous regardent et nous attendent sur le sujet, nos amis agriculteurs encore plus, parce que dans certaines régions, malheureusement, la question de l'irrigation l'été va être une question qui sera difficile, pénible, qui à mon avis suscitera même des tensions sociales fortes. Donc je pense que sur l'eau et l'assainissement, il faut regarder les choses avec la souplesse nécessaire. Je pense avoir fait largement un pas en avant qui n'a jamais été fait jusqu'à présent en la matière. Et de l'autre, la question écologique ne peut pas être balayée d'un revers de main. Une toute dernière question. Il y a un sentiment de dépossession des maires des petites communes dans les grandes intercommunalités. Face à ce sentiment-là,
D'abord, qu'est-ce que ça vous inspire et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour les aider? Ce que vous dites est très juste, hein. D'ailleurs, les enquêtes Cevipof, etc., on regarde avant la relation à l'État, avant la relation aux concitoyens, avant la conciliation avec la vie personnelle ou professionnelle, c'est d'abord l'incompréhension de ce sentiment de dépossession. Si on devait le dire autrement, je veux bien en tant que maire me faire engueuler, mais je veux me faire engueuler pour ce que j'ai décidé et pas pour les décisions que je n'ai pas forcément prises. Et c'est souvent la question de l'intercommunalité qui est interrogée. Alors, on va en parler dans la table ronde d'ailleurs dans un instant avec un certain nombre de collègues maires. Mais il est clair que l'interco des lois chevènement était la bonne formule. On est plus intelligent à plusieurs, on est plus fort en mutualisant nos ressources et nos projets, parfois aussi nos dettes. Mais lorsque l'intercommunalité commence à devenir une super commune qui coiffe les autres collectivités, eh ben on a des problèmes. C'est pour ça que mon projet de loi prévoit un certain nombre de mesures qui permettent de remettre le maire au cœur de l'interco. Un EPCI, établissement public de coopération intercommunale, c'est un établissement public. Il est donc au service des communes. Il faut remettre le maire au cœur de l'EPCI. Merci, Monsieur le Ministre. Merci à vous.